Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. Il y a un an, le 21 mars 2016, Berger Kawa, petit chef de la tribu du Petit Kouli, dans la commune de La Fo, avait été condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel pour violence volontaire avec usage ou menace d'une arme. Aujourd'hui, nous l'avons rencontré. Berger Kawa reste sur ses positions et rappelle les règles de la coutume. 1 an après, c'est notre nouvelle rubrique de votre journal. En visite au Nord, les élus et le président du Congrès ont rencontré leurs homologues de la province Nord. Thierry Santa est l'invité de notre journal. Avec lui, on évoquera un projet sur la mise en place des assises de la délinquance, les présidentielles et l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, après un vol au-dessus du cœur de veau, ce soir, pour la suite de notre feuilleton sur les métiers de rêve, nous nous rendons à Yengen, où de l'utile à l'agréable, Bruno Boaoui nous emmène visiter la poule couveuse, un autre métier dans un décor de rêve. Reportage en fin de journal. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle rubrique de votre journal. 1 an après, le principe revenir sur les faits marquants de notre actualité, les faits qui ont occupé la presse calédonienne. Et le 21 mars 2016, il y a 1 an jour pour jour, Berger Kawa, grand chef de la tribu du Petit Kouli, était condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel. La justice lui reprochait d'avoir agressé le 12 octobre 2015 à la tribu du Petit Kouli un homme avec un sabre d'Abati parce qu'il prenait des photos de la grande chefferie sans son autorisation. Son incarcération au camp Est pendant 3 semaines avait suscité un tollé auprès des sénateurs coutumiers. Un comité de soutien s'était même créé réclamant sa libération immédiate pour des raisons médicales. Nous l'avons rencontré 1 an après. Reportage de Prosper Poigou. C'est ici, à 100 mètres en contrebas de la case de Petit Kouli, que l'agression a eu lieu. Un touriste aurait pris des photos sans l'autorisation de Berger Kawa alors qu'un panneau le suggérait. Le sabre d'Abati, c'est mon outil de travail. Je sors d'en bas du champ, puis je viens, je me dis, mais monsieur, est-ce que vous avez lu ce qui est marqué là? Il me dit, oui, justement, j'ai lu, mais j'allais justement vous demander l'autorisation. Je dis, mais c'est une fois que vous êtes dans la maison que vous demandez l'autorisation. Et c'est là il a commencé à rouspéter et puis tout, puis je lui dis, écoute, allez, le mieux c'est que tu repars. 1 an et demi après les faits, le grand chef de Petit Kouli affirme qu'il n'y a jamais eu d'agression. Il est tout petit. Moi, j'ai battu avec des mecs qui en font 200, 300 kilos. Je ne vais pas frapper un petit nain comme ça à coup de sabre. Non, 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 c'est des conneries, ça. Je lui ai pas dit gentiment, tu vous remontez dans votre voiture, puis vous partez, c'est tout. C'est en repartant qu'il s'est cogné la tête. Mais je n'ai pas frappé. Berger Kawa regrette l'aspect politique que cache cette affaire. Avec du recul, ces condamnations ne sont pas des faits anodins selon lui. Il s'agirait d'un coup monté pour nuire à ses projets de revendication auprès de l'État français. Enfin, moi j'ai déposé plainte pour violation de domicile et puis tout ça, et on rentre sans demander l'autorisation et puis tout. Et puis ce qui fait que jusqu'à là, ça a toujours resté comme ça. Enfin, pour moi c'était un coup monté. C'était pour chercher des litiges ou des histoires avec moi. Pour une visite de la case, le geste coutumier est facultatif. Il est par contre demandé à toutes les personnes de s'adresser au grand chef avant de prendre des photos ou de bénéficier d'une visite guidée. Alors bonjour Thierry Santa, vous êtes le président du Congrès. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de l'invitation, bonjour. Alors vous êtes en province Nord, une visite prévue dès le début de votre mandature entre les membres du Congrès et les autres institutions de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez rencontré bien sûr les élus de la province Nord, notamment le président. Alors lors de la dernière assemblée provinciale de l'exécutif nordique, le président a émis le souhait de rencontrer tous les élus des 2 autres provinces pour organiser les assises de la jeunesse pour évoquer notamment la délinquance, un grand sujet en Nouvelle-Calédonie. Alors,
Que pensez-vous de cette idée? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une excellente idée et qui a en l'occurrence été reprise au sein même du Congrès, puisqu'on a eu une première commission plénière. On appelle une commission plénière, c'est la réunion de tous les élus, mais pas publique, sur le sujet justement de la délinquance des jeunes, qui a conclu sur la nécessité d'une réflexion globale territoriale de tous les outils aujourd'hui qui existent dans les différentes collectivités, que ce soit les communes, que ce soit les provinces, que ce soit la Nouvelle-Calédonie. Alors quel outil? Alors tous les outils d'insertion, tous les outils qui accompagnent les jeunes justement et qui permet de faire en sorte que les jeunes qui sont surtout en rupture scolaire puissent trouver des voies où malgré tout ils puissent se réaliser d'une certaine façon et éviter de tomber dans la délinquance. Donc c'est essentiellement en matière de prévention de la délinquance. Alors est-ce que vous diriez que la situation se dégrade aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Je suppose que vous en avez discuté ce matin avec les élus de la province Nord. On en a parlé, alors je ne dis pas qu'elle se dégrade, je pense qu'elle est déjà à un stade assez avancé. Maintenant on a l'avantage que les différentes collectivités ont pris conscience de la situation. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que c'était un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, tout un chacun considère qu'il y a un vrai problème d'insécurité, en général sur le territoire et en particulier sur l'agglomération. Et donc tout le monde a conscience de la nécessité de travailler ensemble pour trouver les bonnes façons de faire pour traiter cette jeunesse en particulier délinquante. Alors concrètement, quand aura lieu ces assises? Alors c'est une bonne question, parce que vous le disiez, à l'issue de la commission plénière, il a été décidé que le gouvernement réfléchisse à un projet global et que ce projet soit présenté à nouveau donc, aux élus du Congrès pour ensuite être décliné par des textes, que ce soit des lois du pays ou des délibérations. C'était prévu normalement à la fin du mois de mars. Hélas, dans les dernières demandes de session qui ont été formulées par le gouvernement, n'apparaît pas cette commission plénière supplémentaire. Donc j'espère que pendant le mois d'avril, ça sera l'occasion de toute façon d'en parler. Alors, autre sujet, nous sommes en plein dans la présidentielle. Je profite que vous soyez là. Donc, vous faites partie du parti Les Républicains. Dans ce grand débat présidentiel, est-ce que vous l'avez suivi aujourd'hui ou pas? J'ai eu des échos. Je n'ai pas eu, hélas, l'occasion de le regarder, puisque ça s'est passé ce matin. Alors, le grand absent des sujets, l'Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça vous surprend? Hélas, ça ne me surprend pas. On n'est pas forcément, on est un peu les parents pauvres, il faut le dire, de la politique nationale. Alors, justement, comment on parvient à intéresser les Calédoniens sur cette élection qui reste, on va dire, nous sommes les éternels absents dans ces débats? Alors, on n'est pas complètement absent, puisque les différents candidats ont quand même des programmes destinés à l'Outre-mer et en particulier à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura forcément à un moment donné ces sujets qui vont être évoqués, mais c'est vrai que dans les débats nationaux, c'est sûr qu'aujourd'hui la France est dans une telle situation elle-même que les candidats aux élections présidentielles se concentrent sur les difficultés que connaît aujourd'hui la France à proprement parler, que ce soit encore une fois en matière de délinquance ou en matière économique avec un chômage extraordinaire. Donc c'est des sujets, c'est principalement ces sujets-là qui sont évoqués dans ce genre de débat. C'est parce qu'on est loin par rapport Certainement à la France. qu'on est loin et encore une fois, je pense que les préoccupations nationales sont peut-être aujourd'hui telles que les candidats se concentrent surtout sur ces éléments-là, avant d'évoquer les difficultés des Outre-mer. Alors, concernant un candidat, je sais que vous avez parrainé François Fillon. Est-ce que ça ne vous gêne pas de parrainer un candidat mis en examen? Sincèrement, quand je vois la manière dont les choses se sont passées, on peut quand même vraiment se poser la question de la manière dont la rapidité de la justice s'est mise en œuvre. C'est quand même assez extraordinaire. Sur des faits qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas illégaux. On sait que beaucoup de parlementaires, au sens large, utilisent et embauchent des membres de leur famille. C'est pas nouveau. Mais au plan moral. Après, effectivement, il y a cette question morale, il y a cette évolution visiblement de la moralité nationale et de la population qui fait que ce genre maintenant d'acte est de moins en moins accepté par la population. Donc il faut l'entendre et peut-être que ça va finir par un texte, par une loi qui empêchera ce genre d'embauche. Ce qui ne serait pas, à mon sens, une mauvaise chose.
Alors pour revenir à ce débat, la presse française a également commenté le choix de TF1 de n'inviter que 5 candidats sur les 11 pour Gaëlle Villeneuve, politologue interviewée par Le Monde. En faisant ça, elle détermine qui est le plus légitime sur la base de l'audimat et des sondages. Alors qu'en pensez-vous? D'ailleurs, des petits candidats, il y en a eu des parrainages en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est vrai que en même temps, il faut aussi être un peu pragmatique, quoi. Imaginez un débat avec 11 personnes autour de la table pour évoquer tous les sujets qui ont été évoqués, ça aurait été quand même très compliqué. Donc, c'est pas étonnant quand même qu'il y ait un choix qui soit fait pour limiter et permettre surtout le vrai débat entre les différentes propositions qui sont formulées par les candidats. Et le choix des 5 candidats qui ont été retenus paraît quand même plutôt logique. Ce sont ceux qui aujourd'hui, effectivement, sont les plus médiatisés, qui font partie dans les sondages de ceux qui sont en tête. Donc c'est pas non plus étonnant, ça aurait été compliqué de faire autrement quand même. D'ailleurs, notre rédaction a décidé d'interpeller et d'interroger les candidats sur l'avenir institutionnel du pays. Donc un grand rendez-vous qu'attend ou qu'attend pas les Calédoniens. D'ailleurs, le référendum 2018. Et vous avez inauguré le jeu, un jeu la semaine dernière avec les journalistes et les juniors du Congrès. D'ailleurs, sur ce référendum 2018, en visite sur la mission de l'avenir institutionnel, un des députés, Dominique Bussereau, parle d'un manque d'informations sur le référendum. Comment y remédier et peut-être mettre un programme spécial à l'école sur ce sujet? Alors c'est compliqué parce que aujourd'hui la loi est quand même précise dans le déroulé de ce fameux référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Et la difficulté, je crois, c'est que les gens manquent d'informations sur la manière dont on peut sortir de l'accord de Nouméa. Je crois que c'est surtout aussi lié au fait que tel qu'il est prévu aujourd'hui, le référendum ne sera pas, n'apportera rien en définitive. Le choix de oui ou non pour l'indépendance ne résout pas toutes les questions de fond en définitive des institutions calédoniennes, du fonctionnement des institutions calédoniennes, du fonctionnement des provinces les unes par rapport aux autres, du problème du corps électoral gelé. Tous ces problèmes aujourd'hui qui sont fortement ressentis par la population n'ont pas de réponse dans le référendum tel qu'il est prévu aujourd'hui dans la loi organique. Donc la question qui se pose, c'est comment effectivement apporter des éléments de réponse ou des propositions. C'est ce que les candidats aux législatives en particulier commencent à faire les uns après les autres. Le candidat que je soutiens, M. Deladrière, a une proposition que je trouve très pertinente, qui est une consultation finalement de la population calédonienne, de ce qu'elle veut, plutôt que de laisser parler finalement le microcosme politique à la place de la population, que ce soit la population elle-même qui soit consultée pour essayer de savoir comment elle imagine l'après-accord de Nouméa et la vie de la Nouvelle-Calédonie après l'accord de Nouméa. Donc alors, une dernière question, nous allons revenir donc, tout le long de nos éditions sur ce sujet. Une dernière question sur l'emploi dans le privé en Calédonie. La baisse de l'emploi est un fait. Le chiffre est en repli, 1,2%, soit 810 personnes de moins qu'il y a un an. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre que les chiffres augmentent ou accepter cette baisse, en sachant que, bien sûr, que les métallurgistes démobilisent leur personnel à cause de la crise? Alors, en 2 secondes. Au-delà de l'aspect crise du nickel, qui est forcément un élément fondamental dans cette situation, je pense qu'il y a aussi des décisions politiques qui ont été prises qui n'ont pas aidé la Nouvelle-Calédonie à se protéger ou à sortir de cette crise du nickel de la meilleure façon. Au contraire, avec l'imposition lourde qui s'est mise en place depuis maintenant 2 ans, je crois qu'on n'a pas aidé les entreprises à faire face à cette crise. Et au contraire, elles se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles, avec l'obligation, hélas, de licencier un certain nombre de leurs employés, puisque c'est essentiellement dans le secteur privé qu'on a cette baisse de l'emploi salarié. Dans le secteur public, il continue à augmenter. Mais dans le secteur privé, il y a eu vraiment une diminution forte du nombre de salariés en Nouvelle-Calédonie. Et encore une fois, je pense que les politiques publiques qui ont été mises en œuvre n'ont pas été celles qui ont permis aux entreprises à faire face à cette crise. Thierry Santa, c'est la fin de cette entrevue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.
C'est la journée mondiale de la trisomie 21. Le 21 mars, date symbolique, 3 pour le nombre de chromosomes et 21 pour le nombre de paires de chromosomes. Je vous explique, une personne atteinte de trisomie 21 possède un chromosome de plus. Au lieu de 46, elle en a 47. Les conséquences, une malformation congénitale et souvent une déficience intellectuelle. Et pour commencer ce soir à aborder ce sujet, connaissez-vous Mélanie Ségard? Eh bien, c'est cette jeune fille de 21 ans atteinte de trisomie 21. Elle a réalisé son rêve, celui de présenter la météo. Et suite aux 1000 likes sur Facebook, France 2 lui a ouvert ses portes. Et pour votre week-end, eh bien, je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors, quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. L'horoscope est en deux. Il y a des nuages au nord, de la pluie, le soleil en Bordeaux. Alors, pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux. Pour dimanche, Il y a des nuages 3/4 du pays, de la pluie, le soleil à Marseille. Il ira très frais. et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie. Mercredi 15 mars, on fait des sandwichs, comme tous les levis, sponsor à tous de France 2. Voilà une preuve que ces personnes peuvent exprimer leurs capacités et si elles sont bien accompagnées. C'est le cas de Thomas en Nouvelle-Calédonie. Cette fois-ci, un jeune homme atteint de trisomie 21. Cela fait 6 ans qu'il est aide cantinier dans une école primaire de Nouméa. Ceci grâce à l'association pour le soutien des enfants et adolescents déficients. Donc une association qui défend les intérêts et surtout favorise l'intégration des enfants en situation d'handicap. Duke Menongo. Malgré la loi de 1987 puis celle de 2005 qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de travailleurs handicapés, on constate aujourd'hui que beaucoup d'employeurs préfèrent payer des amendes plutôt que faire valoir ce droit au travail. Thomas, lui, est salarié de la Caisse des écoles de Nouméa. Il est aide cantinier dans cet établissement depuis plus de 6 ans. Je travaille de lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je commence à 10h, ça termine à 1h15. On va servir des tomates, commencer et compote. Il est autonome. Voilà ce que je veux dire. Il est autonome. Hein. Il vient des fois, il discute avec nous, voilà, avec tout le monde. Voilà. Puis il parle un peu de ses week-ends avec nous. Il partage. Hein. Voilà. Thomas est donc autonome dans les tâches qui lui sont confiées. Il s'occupe de la mise en place du service et reste jusqu'à 13h15 pour s'occuper du nettoyage avec sa responsable Thérèse et Christelle. Il existe encore peu de chiffres sur l'emploi de ces personnes handicapées. Et même si ici Thomas a la chance de bénéficier d'un CDI, ils sont encore nombreux à galérer ou lutter pour trouver un emploi. On se rend compte que si on accompagne le chef d'entreprise, si on met en place une forme de tutorat, si on prend le temps d'intégrer le jeune dans l'entreprise, parce que parfois ça demande 1 an, voire 2 ans de préparatifs, au final on se rend compte que la personne handicapée est tout à fait apte à remplir ses fonctions et même parfois est un plus dans l'entreprise. Il faut convaincre les chefs d'entreprise, il faut faire le suivi et il faut réunir toutes les conditions, apprendre aux jeunes à être employables. Malgré les lois et les dispositifs qui facilitent donc l'accès à l'emploi des personnes handicapées, il semble que les plus grandes barrières à faire tomber résident dans la mentalité de notre société et les idées reçues. Parlons métier de rêve, le thème phare de notre feuilleton de la semaine. Bien sûr, le tourisme est le deuxième poumon économique du pays. Des paysages, des plages, la faune et la flore, bref, des cartes postales. Il n'en manque pas en Nouvelle-Calédonie. Et pour le faire découvrir, des Calédoniens font des sacrifices, comme Albert Kakoué, hier qu'on a vu dans notre feuilleton, qui est devenu pilote du LMA Koné. Ce soir, je vous emmène découvrir un autre joyau de notre pays, la poule couveuse avec Bruno Boaoui. Il est non seulement guide mais aussi capitaine d'un taxi-boat. Métier de rêve dans un décor de rêve à Yengen. C'est la suite de notre feuilleton. Reportage d'Aurélie Néautine.
d'être ici à la maison, ça fait un grand bien. On n'a plus la circulation à affronter le matin au travail. En plus, tu es sur l'eau, donc quelque chose que j'aime beaucoup. Se rendre au travail sans se soucier des embouteillages, c'est le quotidien paradisiaque de Bruno. Ce capitaine de bateau originaire de Yengen s'est lancé dans le transport maritime en 2016. Son service de navette fluviale traverse ainsi les rivières de la Yengen et de la Tangen. Et pour les touristes qui viennent visiter la région, il est même possible de se rendre jusqu'aux îlots qui bordent la côte. J'ai toujours voulu revenir sur Yengen, mais tout en faisant ce que j'aimais le plus, c'est être sur l'eau. Donc j'ai monté un projet de bateau dans le domaine tourisme ici sur Yengen. Tous les jours, je sors ici avec mon bateau et je regarde la poule. Il n'y en a pas beaucoup en Calédonie, des rochers qui sont au bord de la mer. Ce projet de navette fluviale, Bruno le nourrit depuis plus de 15 ans. Je me voyais bien dans un bateau et dans mon propre bateau, oui, je me voyais bien. C'était un rêve qui comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est réalisé. Il permet aujourd'hui aux populations des vallées de se rendre au village à moindre coût, tout en profitant du cadre idyllique qui fait la renommée de la commune. On peut me donner n'importe quoi, mais pour rien au monde, je quitterai mon travail, mon lieu. Je resterai ici pour toujours, quoi. Un rêve devenu réalité que Bruno entend bien vivre et partager encore des années. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.